Bonjour, avant de vous raconter mon histoire, permettez-moi simplement de vous remercier d'avoir écouté. Ce n'est pas facile à partager pour moi, mais j'ai atteint un point de la vie où le silence ne me sert plus. Si ce que je m'apprête à dire ne serait-ce qu'une seule personne à se sentir vue, alors chaque mot en vaut la peine. Je m'appelle Sienne. J'ai 33 ans et je suis enceinte de 7 mois. Je vis dans un quartier calme de Brookhaven avec mon mari Adrien, qui est la seule personne de ma vie qui m'a jamais fait me sentir vraiment en sécurité. Notre maison n'est pas extravagante, mais elle est remplie de paix, d'honnêteté et de chaleur, 3 choses que je n'ai jamais connues dans mon enfance. La plupart du temps, je me retrouve près de la fenêtre, les mains posées sur mon ventre, à écouter le calme du monde extérieur. C'est dans ces moments que je réfléchis à tout ce que j'ai quitté, ma famille, sa richesse, sa fierté, son contrôle. J'ai fait la paix avec mes choix, mais je mentirais si je disais que je ne ressens pas parfois la douleur de ce qui aurait pu être si les choses avaient été différentes. Il y a des années, j'ai coupé les ponts avec mes parents et ma sœur. La pause finale est arrivée lorsque je leur ai dit que j'étais enceinte. Au lieu de joie ou de soutien, j'ai été accueilli par du jugement, des sarcasmes et des insultes. Ma mère, Erika, a dit que je n'étais pas prête à être mère moi-même. Mon père, Philippe, m'a averti de ne pas donner à mon enfant le nom de famille Williams, comme si mon enfant était une sorte de tache sur leur héritage. Ma sœur, Jenna, a ri et m'a demandé si j'avais l'intention d'élever le bébé dans un appartement loué avec des meubles d'occasion. J'ai quitté leur maison ce jour-là et je n'ai jamais regardé en arrière. Je n'étais plus censé avoir de leurs nouvelles, mais il y a 2 jours, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai hésité avant de répondre, la vieille tension remontant dans ma colonne vertébrale. Sa voix, froide et calculée comme toujours, résonnait dans la ligne. Nous organisons une baby shower pour vous ce samedi à 20h précise. Tout est arrangé. Soyez là. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix, juste une attente. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais quelque chose en moi savait qu'il ne s'agissait pas de fête. Il s'agissait encore une fois d'une question de contrôle. J'ai accepté de venir, non pas parce que je voulais leur approbation, mais parce qu'il était temps de tout affronter une fois pour toutes. Samedi est arrivé plus tôt que prévu. Alors que je me tenais devant le miroir, ajustant les doux plis de ma robe de maternité bleu marine, j'ai capté mon propre reflet et j'ai hésité. Je ne ressemblais pas aux femmes de ma famille, pas d'étiquette tape à accent grave-l'œil, pas de perfection raffinée. Tout simplement simple, propre et confortable. Et pourtant, je me sentais puissant. Ma main berça instinctivement la courbe de mon ventre. Je n'y allais plus seulement pour moi-même. J'allais pour lui, pour Léo. Adrien entra, ajustant le revers de sa veste de costume. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il doucement. Ses yeux étaient toujours très attentifs, comme s'il pouvait voir le poids que je portais même lorsque je souriais. J'ai hoché la tête, ferme mais calme. Je dois les regarder dans les yeux une dernière fois. Nous sommes arrivés peu avant 20h. La lueur dorée du restaurant se répandait sur le chemin pavé extérieur, sa façade art déco scintillant de richesse et d'exclusivité. Ce n'était pas mon genre d'endroit, mais je le connaissais bien. Adrien m'avait emmené ici il y a des années, lors de son ouverture. À l'époque, c'était intimidant. Ce soir, c'était comme une scène. À l'intérieur, l'air sentait le beurre, le vin et les roses. Le maître d'hôtel, un jeune homme raffiné nommé Tyler, nous accueillit avec un sourire forcé. « Es-tu ici pour la soirée Williams ?» J'ai hoché la tête. Son visage brillait de malaise. En fait, ils ont déjà fini leur repas. Confus, j'ai pris mon téléphone et lui ai montré le message de ma mère. Elle a dit 20h. Tyler se pencha légèrement et baissa la voix. Leur réservation était à 18h. Je pense qu'ils ont changé l'heure. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Je soupirai et le remerciai, le suivant vers la salle à manger privée. Au moment où je suis entré, mon estomac s'est retourné, non pas à cause du bébé, mais à cause de l'atmosphère. La table était encombrée de verres à vin vides, d'assiettes à dessert et d'entrées à moitié mangées. Ma mère, Erika, était assise au bout de la table, drapée de perles et enveloppée dans une veste Chanel blanche, sirotant son verre comme une reine. Mon père, Philippe, avait l'air maladroit, jouant avec sa serviette. Ma sœur, Jenna, toujours la star de sa propre émission, s'appuya en arrière sur sa chaise, parcourant son téléphone avec un sourire suffisant. « Oh, Sienna, tu as réussi » dit Erika avec une fausse surprise.
Nous commencions à penser que tu ne viendrais pas. Je ne me suis pas assis. Le message disait 8 heures. Jenna leva les yeux et haussa les épaules. Je lui ai dit 7 heures. Peut-être que tu as mal lu. Je restais silencieux, sachant exactement à quel jeu il jouait. Mais cette fois, je n'allais pas me coucher. Je me tenais au bord de la pièce, admirant la scène comme un étranger, observant une pièce de théâtre. Erika fit un geste vers un serveur qui apporta une facture pliée dans un livret en cuir et la plaça soigneusement au centre de la table. Eh bien, dit-elle gaiement, puisque l'invité d'honneur est enfin là, nous étions sur le point de nous occuper du chèque. J'ai plissé les yeux. Quelque chose n'allait pas, tu as déjà mangé. Quel chèque? Erika m'a regardé directement, son sourire aigu comme du verre. Le dîner de baby shower, bien sûr. Menu personnalisé, accord de vin, composition florale. Tout s'additionne. Mais c'est ton jour spécial, Sienna. Naturellement, nous avons supposé que tu le couvrirais. Mon cœur battait à tout rompre. Excusez-moi. Jenna se pencha en avant, les coudes sur la table, la voix débordante de condescendance. Allez, Sienna. Vous êtes mariée à un PDG. Une petite fête comme celle-ci n'est sûrement pas grave. C'est juste 6800 $. J'ai cligné des yeux, abasourdi. Tu as planifié une baby shower que je n'avais pas demandé, tu as volontairement changé l'heure pour que j'arrive en retard, et maintenant tu t'attends à ce que je paie pour ça? Erika agita la main. Ne soyez pas dramatique. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect. C'est un événement de la famille Williams. Vous nous représentez, que cela vous plaise ou non. Ou auriez-vous préféré une pizza et des assiettes en carton? J'ai senti Léo bouger en moi, comme s'il sentait lui aussi la pression croissante dans la pièce. Mes mains tremblaient légèrement, mais je gardais ma voix ferme. Non, je ne paie pas pour ça. Vous avez organisé ça pour m'humilier, et je n'en ferai pas partie. Philippe s'éclaircit la gorge, inconfortablement, mais ne dit rien. Jenna rit, un son rapide et dédaigneux. Bien sûr qu'elle ne le fera pas. Elle n'assume jamais la responsabilité de quoi que ce soit. Je me suis retourné pour partir. Je ne te dois rien, surtout pas 6800 $. Erika se leva, sa voix devenant plus aiguë. Espèce de petite fille ingrate. Nous avons construit ce nom. Nous t'avons tout donné, et maintenant tu nous craches au visage comme ça. Je me retournai, ma voix plus forte cette fois, ferme. Tu n'as rien construit. Tu as acheté des apparences. J'ai fini de prétendre que je te dois de la gratitude pour ta cruauté. C'est à ce moment-là que son visage changea. La rage lui rougit les jouets, d'un mouvement rapide, elle tendit la main vers le stand des hôtes à côté d'elle, où se trouvaient toujours l'épais panneau de menu en bois. Avant que je puisse réagir, elle l'a soulevé à deux mains et l'a fait tomber sur ma tête. La pièce éclata en haletant alors que le bois lourd craquait contre mon crâne. J'ai trébuché en arrière, la douleur était vive et immédiate, le sang commençant à couler sur le côté de mon visage. Mes jambes ont lâché sous moi et je me suis effondré. Tout autour de moi se brouilla en traînées dorées et rouges, les lustres au-dessus, les visages horrifiés, le tintement lointain des verres qui se turent soudain. J'étais conscient de la chaleur qui coulait sur mon visage, du poids de mon corps s'enfonçant dans le sol de marbre froid et du halètement qui s'échappait de mes lèvres, non pas seulement à cause de la douleur, mais parce que j'avais peur pour le peu de vie qui grandissait en moi. Ensuite, j'ai entendu sa voix. Terre de sienne. Les pas d'Adrien résonnaient dans la salle à manger. Il s'agenouilla à côté de moi, la panique gravée au fond de son visage. Sa main prit le côté de ma tête alors qu'il me tournait doucement vers lui, son pouce effaçant une traînée de sang. « Reste avec moi », murmura-t-il. « C'est bon. Je t'ai. » Il leva les yeux, la voix ferme et furieuse. « Appelez le 911. Elle est enceinte. Elle saigne. » Le personnel du restaurant se dispersa. Tyler, le directeur, était déjà en train de composer son téléphone, plusieurs serveurs chassant d'autres invités alors que l'air devenait épais d'incrédulité et de peur. Erika restait figée, le tableau de menu en bois toujours dans ses mains tremblantes. Ses yeux passèrent entre Adrien et moi, sa bouche entr'ouverte, comme si la réalité de ce qu'elle venait de faire commençait seulement à s'installer. Jenna, pour une fois, resta sans voix. Philippe était assis, pâle et immobile, fixant le verre de vin devant lui comme s'il risquait de lui donner des réponses. En quelques minutes,
le hurlement des sirènes a brisé le silence extérieur. Des lumières rouges et bleues brillaient sur les murs du restaurant alors que les policiers et les ambulanciers se précipitaient. Adrien s'écarta doucement tandis qu'un médecin s'agenouillait pour m'examiner et me poser des questions. Ai-je eu le vertige? Puis-je sentir le bébé bouger? Puis-je parler? J'ai hoché faiblement la tête en murmurant « ma tête et mon bébé ». Le médecin m'a assuré qu'il vérifierait tout et a soigneusement placé un collier de soutien autour de mon cou. Pendant ce temps, l'officier Grant, un officier grand et sévère avec une mâchoire acérée et une autorité calme, s'approcha de la table. « Qui a agressé cette femme ?» il a demandé. Visiblement, Adrien désignait directement Erika. « Elle l'a fait. C'est ma femme. Elle est enceinte de 7 mois. Elle l'a frappée avec cette planche. » Erika ouvrit la bouche, mais sa voix se brisa. Ce n'était pas censé. « Vous êtes en état d'arrestation » dit fermement l'agent Grant en s'avançant vers elle. « Vous avez le droit de garder le silence. » Pendant qu'il la menottait, les autres policiers ont recueilli les dépositions de témoins, dont le personnel du restaurant et Tyler, qui ont confirmé que l'heure de réservation avait été manipulée et que tout avait été planifié à l'insu de Sienna. Le chef Marco, propriétaire du restaurant, est arrivé quelques instants plus tard. Après avoir appris ce qui s'était passé, il a immédiatement coopéré avec les autorités, en proposant des images de sécurité, des dossiers financiers et des journaux de communication numérique entre Erika et le restaurant. Alors que j'étais soulevé sur la civière et conduit vers l'ambulance, Adrien est resté à mes côtés, me tenant fermement la main. « Je suis là » murmura-t-il. « Et ils vont tout payer. » Les 3 mêmes personnes qui avaient essayé de me contrôler toute ma vie, ma mère, Erika, mon père, Philippe et ma sœur, Jenna. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de perles, pas de veste de créateur, pas de sourire suffisant, juste une peau pâle, des mains tremblantes et un silence qui résonnait plus fort que tout ce qu'ils m'avaient jamais dit. Leur avocat leur a chuchoté nerveusement, mais je pouvais voir la panique dans leurs yeux. Cette fois, il n'y avait pas moyen de dissimuler la vérité. La procureure, Victoria Reed, s'est levée avec confiance et s'est adressée au tribunal. Elle a commencé par l'assaut. Votre honneur, cette affaire a commencé par un acte de violence commis contre une femme enceinte dans un restaurant public. L'agression n'était pas seulement physique, elle était symbolique d'années de manipulation émotionnelle et d'abus financiers de la part de sa propre famille. Mais ce n'était que la surface. Victoria a ensuite présenté les images de sécurité du restaurant, montrant clairement Erika soulevant et claquant le panneau de menu en bois contre ma tête. Elle a diffusé des extraits audio de la conversation avant l'attaque, prouvant que la facture de $6 800 faisait partie d'une humiliation planifiée. Vint ensuite la deuxième partie de l'affaire, les délits financiers. Victoria a dressé une chronologie des années de fraude commises par Philippe par le biais de l'entreprise immobilière de la famille Williams, factures falsifiées, fonds détournés et dettes cachées remontant à 2010. Le rôle de Jenna dans tout cela est devenu clair. Elle avait perçu un salaire pendant des années sans véritable travail, déposé de faux documents lors de son divorce et revendiqué de faux chiffres de vente pour préserver son image. Lorsqu'Adrien est venu à la barre, il a parlé avec clarté et un sang-froid inébranlable. Ils ont essayé d'enterrer ma femme dans la honte, dans la peur, dans les dettes. Mais ils ont oublié qui elle est vraiment et ils m'ont sous-estimé. Je possède un auditeur et j'ai sauvegardé chaque enregistrement, chaque message, chaque angle de surveillance. Il a fourni des feuilles de calcul, des emails et des journaux d'appel. Il a témoigné non seulement de l'attaque du restaurant mais également du comportement frauduleux qui a longtemps entaché le nom de Williams. La salle d'audience était immobile lorsque Victoria a conclu. Ce que nous avons ici n'est pas un héritage familial. Ce que nous avons est un héritage de fraude, d'abus et de manipulation. Et maintenant, justice doit être rendue. La défense a tenté de présenter cela comme un malentendu ou les actions d'Erika comme un moment de détresse émotionnelle, les choix de Philippe comme un désespoir financier, l'implication de Jenna comme minime mais cela n'avait pas d'importance. La vérité était trop bruyante pour être ignorée. Le juge n'a mis que quelques jours pour rendre son verdict. La salle d'audience fut remplie d'un lourd silence lorsque le juge entra et prit place. Je me redressai, une main sur mon ventre, l'autre serrée dans celle d'Adrien. Mon cœur battait à tout rompre, non pas à cause de la peur, mais à cause du poids de cet instant. Des années de silence, d'humiliation et de tourments émotionnels avaient conduit à ce moment précis. Je ne savais pas à quoi ressemblerait la justice, mais j'étais prêt à le découvrir. Le juge, un homme d'une 60aine d'années calme et à la voix claire, ajusta ses lunettes et lut les documents devant lui.
Dans l'affaire Erika Williams, Philip Williams et Jenna Williams, ce tribunal déclare les accusés coupables de plusieurs chefs d'accusation, notamment agression avec un objet mortel, fraude financière, détournement de fonds et falsification de documents juridiques. Erika ferma les yeux. Les épaules de Jenna se sont effondrées. Philip expira en tremblant, son visage pâle et fantomatique. Le juge a poursuivi, Erika Williams est condamnée à 5 ans de prison d'État pour voie de faits graves et complicité de fraude financière. Philip Williams est condamné à 6 ans de prison pour détournement de fonds, fraude fiscale et falsification de dossiers commerciaux. Jenna Williams est condamnée à 4 ans de prison, dont 1 an avec sursis pour son rôle dans la fraude documentaire, les demandes de revenus illégales et la participation à de fausses déclarations. Il fit une pause, puis regarda directement la table de la défense. Que cela nous rappelle que l'image et le statut social ne placent personne au-dessus de la loi. Le tribunal ordonne la saisie immédiate de tous les biens restants de la famille Williams. La succession sera liquidée. Tous les gains frauduleux doivent être restitués. Il n'y a eu aucune explosion, juste un calme et des prises de conscience étranges et froides qui se sont installées dans mon ancienne famille alors que les huissiers s'installaient pour les escorter tous les 3. Erika se retourna, sa voix brisant le silence. Sienna, s'il te plaît, tu n'es pas obligée de faire ça. Nous sommes ta famille. Je me suis levé lentement, mes jambes stables malgré le poids que je portais, à la fois physique et émotionnel. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous avez choisi le contrôle plutôt que les soins. Je protège mon fils. Il n'a jamais été question de vengeance. Il s'agissait de mettre fin au cycle. Elle n'a pas dit un autre mot. Tous 3 furent emmenés dehors, menottés, d'un pas lourd et vaincus. À l'extérieur du palais de justice, le soleil printanier me réchauffait le visage. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment libre. 4 jours seulement après le prononcé de la peine, j'étais dans la cuisine, en train de plier une petite couverture bleue lorsque j'ai senti la première contraction. Ce n'était ni soudain ni brusque, juste une pression lente et intense qui m'a fait faire une pause à mi-mouvement et saisir le bord du comptoir. J'avais déjà ressenti Braxton X, mais là, c'était différent. C'était réel. Adrien, appelai-je calmement, ma voix ferme mais urgente. Il apparut presque instantanément, les yeux écarquillés de vigilance. Il est temps, murmurai-je en plaçant sa main sur mon ventre. Il n'a pas posé une seule question. Nous avons attrapé le sac d'hôpital qui avait été emballé pendant des semaines et nous sommes dirigés vers la voiture, sa main ne quittant jamais la mienne pendant tout le trajet. À l'hôpital, tout s'est passé très vite. Les infirmières se déplaçaient efficacement, les lignes 4 étaient installées, les moniteurs bipaient doucement. Les contractions s'intensifièrent. La douleur montait et montait comme les vagues de l'océan s'écrasant contre ma colonne vertébrale, mais je me concentrais sur ma respiration, sur la voix d'Adrien qui me contait doucement à travers elle. Je me suis souvenu de ce qu'Erika avait dit il y a des mois, que je n'étais pas prête à être mère, que je ne pouvais pas le supporter. Elle avait tort. 10 heures plus tard, le front en sueur et les larmes aux yeux, j'ai entendu le son le plus puissant du monde, le premier cri de mon fils. Ils l'ont placé sur ma poitrine petit, chaud et parfait. Léo, soufflai-je. Bienvenue à la maison. Adrien m'embrassa sur le front, les yeux humides. Tu l'as fait, murmura-t-il. Nous l'avons fait. À ce moment-là, chaque salle d'audience, chaque insulte, chaque blessure physique ou émotionnelle est passée au second plan. Je n'étais pas brisé. Je n'étais pas faible. J'étais mère et mon fils ne grandirait jamais dans un foyer régi par la peur, la honte ou le contrôle. Il grandirait avec amour. 2 ans plus tard, par une fraîche matinée d'automne à Brookhaven, je me tenais près de la fenêtre de notre maison ensoleillée, regardant les feuilles dorées danser dans la brise. Léo, maintenant un bambin dynamique et curieux, accourut dans le jardin en riant tout en poursuivant une feuille qui tombait. Ses petites baskets craquaient sur l'herbe. Son rire remplissait l'air de vie, un son que je n'avais jamais entendu dans ma propre enfance, un son qui me rappelait quotidiennement le chemin parcouru. À l'intérieur, la cheminée crépitait et une douce odeur de cannelle s'échappait de la cuisine, où Adrien préparait le petit déjeuner. Notre vie n'était ni tape à accent grave-l'œil ni extravagante, mais elle était fondée sur l'honnêteté, l'amour et la force. Nous avions tout ce qui comptait vraiment. Du tiroir du bas de mon bureau, j'ai sorti une lettre arrivée la semaine dernière. C'était de Jenna. Elle était maintenant sortie de prison et vivait dans une petite ville sous probation surveillée. Son écriture était tremblante mais familière. La lettre était remplie d'excuses,
d'explications et d'un discret appel à la réconciliation. J'ai plié le papier sans le terminer. Je n'avais pas besoin de ces mots. Le passé ne pouvait pas être défait et j'avais fait la paix avec cela. Le pardon, peut-être, mais pas le retour. Adrien entra dans la pièce et m'entoura de ses bras par derrière, posant son menton sur mon épaule pendant que nous regardions Léo virevolter parmi les feuilles. « Ça va ?» il a demandé. J'acquiesçai en me penchant vers lui. Mieux que bien. Nous avons fait le bon choix. Nous avons laissé derrière nous les mensonges et construit quelque chose de réel. Il m'a embrassé sur la joue. Aucun regret. J'ai souri. Pas un. Quelque part au loin, ma mère, Erika, purgeait encore sa peine. Mon père, Philippe, est resté sous la garde de l'État et Jenna recommençait selon ses propres conditions. Je ne leur souhaitais pas de mal, mais je ne portais plus leur fardeau. Alors que Léo courait vers la fenêtre, brandissant fièrement une poignée de feuilles, j'ouvris la porte et sortis pour prendre l'air frais. Je suis entré dans la cour pour le rencontrer. Il a couru dans mes bras, plein de joie, plein de confiance, plein de vie. Pour la première fois depuis toujours, je me sentais complètement entière. C'était fin octobre, 2 ans après le jour où mon monde a changé. Les feuilles de Brookhaven étaient devenues dorées et l'air contenait un léger froid qui murmurait des fins. Je venais de rentrer du parc avec Léo lorsque la lettre est arrivée. Une enveloppe timbrée adressée dans une cursive serrée familière, que je n'avais pas vue depuis longtemps. Il provenait de l'établissement correctionnel de l'État de l'Illinois. C'était d'Erika. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai laissé reposer sur la table pendant des heures, intact, pendant que Léo faisait une sieste et qu'Adrien travaillait dans le bureau. Finalement, alors que le crépuscule s'infiltrait par les fenêtres, j'ai brisé le sceau. À l'intérieur se trouvait une courte lettre. Aucune excuse, aucune explication, juste une demande. Elle voulait me voir une fois, s'il te plaît, avait-elle écrit. Je veux te parler en tant que mère, si tu me le permets. Je n'ai pas répondu immédiatement, mais une semaine plus tard, je me suis retrouvé assis sur la banquette arrière d'un véhicule de transport, avec Adrien à mes côtés. Sa main reposa sur ma cuisse alors que nous nous approchions des imposants murs de pierre de la prison. Je n'étais pas là pour conclure, pas exactement. J'étais là pour m'assurer que rien n'était laissé de côté. Pas de paroles ni d'illusions persistantes. L'intérieur de la salle de visite était stérile et silencieux. Un espace gris pâle avec des chaises en plastique et du verre renforcé. Erika était déjà assise quand je suis entré. Elle avait l'air plus âgée, plus mince. L'élégance qu'elle portait autrefois comme une armure avait disparu. Ses cheveux étaient striés de gris, sa peau pâle et ses lèvres sèches. Mais ses yeux étaient toujours perçants. Sid, dit-elle, sa voix se cassant légèrement. Tu es venu ? J'ai hoché la tête et je me suis assis en face d'elle. Je suis venu parce que j'avais besoin de l'entendre, peu importe ce que tu penses avoir besoin de dire. Elle baissa les yeux un instant, croisant les mains. J'ai eu le temps de réfléchir, beaucoup de choses. Et je sais maintenant que j'ai été cruel, pas seulement une fois, mais pendant des années. Je t'ai puni pour avoir été différent. J'ai laissé la fierté passer avant l'amour. Je n'ai pas répondu. J'avais besoin qu'elle dise tout. Je me disais que je protégeais l'image de notre famille, mais en réalité je cachais mes propres peurs, mon échec en tant que mère. Tu ne méritais pas les choses que j'ai dites ou ce que j'ai fait au restaurant. Je déteste que ce soit ce dont tu te souviendras. Je me suis penché lentement en avant. Ce n'est pas tout ce dont je me souviens. Je me souviens aussi de chaque fois que tu me regardais comme si j'étais une tâche. De chaque fois que tu me faisais sentir que l'amour devait être gagné par l'obéissance. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je suis désolé. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis pas venu ici pour te pardonner, Erika. Je suis venu ici pour faire la paix avec la vérité. Et la vérité est que je t'ai survécu. J'ai construit une vie sans ton approbation. J'ai élevé un enfant sans que ton jugement plane sur moi. Et je ne suis plus en colère. Je n'ai tout simplement pas besoin de toi dans ma vie. Ses lèvres tremblaient. Est-il en bonne santé, votre fils ? Il est parfait, dis-je en me levant. Et il ne connaîtra jamais cet endroit ni la femme que tu étais. Alors que je me tournais pour partir, elle m'a appelé, est-ce que tu me détestes ? Je m'arrêtai devant la porte mais ne me retournai pas, non, j'ai simplement évolué. Et sur ce, je suis sorti, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Sur le parking,
Adrien attendait à côté de la voiture. J'ai glissé ma main dans la sienne et, ensemble, nous sommes rentrés chez nous vers la vie que nous avions bâtie sur l'honnêteté, l'amour et la résilience. Le passé ne me suivait plus. Il est resté à sa place, derrière les barreaux. Si vous êtes connecté à cette histoire et ressentez le poids du voyage de Sienna, j'apprécierais vraiment que vous puissiez aimer la vidéo, partager vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne pour des histoires plus puissantes et inspirées de la vie réelle comme celle-ci. Votre soutien contribue à donner vie à davantage de voix, à des histoires de force, de survie et à des victoires discrètes qui comptent le plus. Merci d'être ici.